Mali, libération des mercenaires ivoiriens. Assimi Goïta a-t-il lâché du lest? Nous nous interrogeons. Mali, libération des mercenaires ivoiriens. Assimi Goïta a-t-il lâché du lest? Nous nous interrogeons encore ce matin. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV, votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole aux Panafricanistes. Les 46 mercenaires ivoiriens détenus au Mali après de 6 mois, plus de 6 mois, donc, sont désormais du côté d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, au lendemain justement de la grâce présidentielle qui leur a été accordée par le chef de l'État malien Assimi Goïta. Ces mercenaires avaient été condamnés le 30 décembre dernier de 20 ans de réclusion criminelle par un tribunal de Bamako. Mais depuis leur libération, eh bien, certaines informations fusent. Et la principale, c'est celle-ci, Assimi Goïta a-t-il lâché finalement du lest? Pour répondre à nos questions, eh bien, nous sommes avec un journaliste d'investigation, Albert Anatola, ici, et directeur de publication du journal Le Cartus, qui a bien sûr retenu certains petits détails sur ce sujet. Albert Anatola, ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Jodango. Je dis bonjour à vos techniciens, bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices de Panafricaniste TV, qui fait son bonhomme de chemin. Et nous espérons que dans les jours à venir, on se retrouvera dans une situation plus confortable, c'est-à-dire dans le ménage. Je salue les afro-descendants, notamment de la Polynésie française, l'île de la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, tous ceux-là qui se battent, qui combattent, qui luttent. Je salue, n'est-ce pas, la diaspora africaine, où qu'elle se trouve, que ce soit du côté des États-Unis, en Europe, en Asie. Elle me salue ce matin. Comme je l'ai dit, je vais commencer comme mon habitude par des coups de gueule. Il nous revient de Bamako que les autorités de ce côté-là, en ce qui concerne notamment la police, a dispersé par coup de gaz lacrymogène les partisans de l'imam que vous connaissez, Mamoudou Dicko, qui revenait de la Mecque. Et il nous revient également que certains de ces partisans sont en train de vouloir organiser des choses vilaines contre les autorités de transition maliennes. Il importe de leur rappeler ce que nous avons déjà dit sur ce plateau, que la dynamique dans laquelle s'est engagé le peuple malien dans sa grande majorité, portée par, je veux dire, cette dynamique qui est conduite par les autorités de transition, notamment Assimi Goïta, ce n'est pas un jeu. Et cette dynamique est infiltrée et de plus en plus infiltrée par la dynamique d'émancipation, de retour à la souveraineté et à la liberté du peuple malien. Et cette dynamique est infiltrée par Paris au travers de certains leaders religieux. Nous en avons eu à le dire. Nous avons eu à le dire il y a quelques mois, peut-être l'année dernière, que Mamoudou Dicko était tout ce qu'on pensait de lui, et tout ce qu'on pense de lui. C'est-à-dire qu'un libérateur, c'est un voyou. Peut-être qu'il va falloir pour que les Maliens, et même ces partisans comprennent de quoi nous parlons. Je vous suggère dans les jours à venir qu'on organise un thème là-dessus. Pour qu'on puisse dire aux Maliens qui est l'imam Mamoudou Dicko. Pour l'instant, je m'en tiens à cela. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatola, ici. J'espère que vous allez très bien. Et l'année a très bien commencé également. Ça va. Merci. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Nous nous interrogeons ce matin. Mali, libération des mercenaires. Assimi Goïta a-t-il lâché du lest? Les 46 mercenaires, il faut le préciser, Albert Anatola ici avait été condamné le 30 décembre dernier à 20 ans de réclusion criminelle. D'ailleurs, les 3 femmes qui avaient été libérées avant, elles étaient condamnées par contumace, condamnées d'ailleurs à mort par contumace. Finalement, une question revient ces derniers jours. Est-ce que le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, a finalement lâché du lest? Comme vous le savez, Steve Jodango, plus d'une fois nous avons débattu de cette actualité autour de cette tribune. Et en ce moment-là, nous l'avons dit. Nous avons clairement dit au peuple africain que si la crise, disons, diplomatique entre Bamako et Abidjan s'est amplifiée, a atteint son paroxysme, c'était le fait de l'arrogance d'Abidjan.
il y en a qui s'offusquent du narratif des mercenaires que nous attribuons à ces hommes entrés qui sont retrouvés en situation d'illégalité irrégulière du côté de Bamako. Ce sont des mercenaires. Ni plus, ni moins. J'explique pourquoi. Pour que le malentendu soit dissipé. Si vous vous retrouvez en territoire étranger, en tenue militaire, c'est-à-dire en treillis, avec un matériel militaire conséquent, sans aucune autorisation légale. Quel est votre statut pénal? Vous êtes un mercenaire. Vous êtes mercenaire. Oui, c'est la loi. Vous êtes un mercenaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il fallait arranger. Et puis, dans la foulée de cette affaire, de cette actualité, il nous est revenu que tous ces mercenaires ne portaient pas la nationalité ivoirienne. Oui. Vous aviez d'autres nationalités qui avaient des fonctions, un genre, comme on dit chez nous, dans leur passeport. Vous aviez des mercenaires qui étaient des cuisiniers, c'est vrai, on en trouve dans l'armée. Vous aviez des mercenaires qui étaient des étudiants. Je ne sais pas si, comment est-ce qu'un militaire, déjà qui est déjà opérationnel, peut avoir dans son passeport comme fonction étudiant. Vous en aviez qui étaient coiffeuses, surtout pour les nanas, qui étaient employés. Vous en aviez qui étaient des maçons, c'est vrai, on en retrouve dans le génie militaire. Bon, alors je pense que... Il y a également des vendeurs, Albert Natalie, ici. Donc, alors, moi, ça me pose un problème. Vous en avez qui étaient des mécaniciens, dans le génie militaire, il y a des mécaniciens, ça peut se comprendre. Mais est-ce que ces 49 personnes disposaient des autorisations nécessaires et ont rempli les conditions requises pour entrer en territoire malien avec un arsenal de guerre? Je ne pense pas. De ce point de vue, ce sont des mercenaires. Quand je l'ai dit, revenons donc à votre question, pour dire quoi? Tout à l'heure, j'ai indiqué que cette affaire-là aurait pu se régler là où ça s'est réglé, mais en pire, c'est-à-dire sur le terrain diplomatique. Je voulais quand même vous rappeler que c'est le fils de l'un des criminels que nous évoquons tout à l'heure qui a servi de médiateur dans cette affaire. Je parlais de Fort Niassime, qui a servi de médiateur. Il y a eu, j'ai envie de dire, un nécessaire balle diplomatique entre Bamako et Abidjan par rapport à cette affaire, au point où la CEDEAO, cette histoire sans envergure, a cru vouloir se mêler de cette querelle entre deux États. C'était pour empirer la situation. Donc, est-ce que cette affaire, bref, cette affaire devait donc se régler là où ça s'est réglé finalement, c'est-à-dire sur le plan diplomatique. C'est la diplomatie qui a fait en sorte que ces hommes et femmes qui ont pris des peines très lourdes soient finalement graciés. Mais pourquoi est-ce qu'il a choisi pourquoi est-ce qu'il a finalement choisi de les gracier? Il aurait pu tout simplement les amnistier. Vous savez que l'amnistie, lorsqu'on amnistie, vous amnistiez, ça efface justement votre statut pénal. Mais ils ont été condamnés, mais graciés. Ça veut dire que gracié, le fait que vous soyez gracié, vous recouvrez votre liberté, mais ça n'efface pas votre statut pénal. C'est-à-dire que désormais, vous avez été condamné. Si vous devez, n'est-ce pas, postuler un emploi qui exige que vous ayez un bulletin pénal, une situation pénale vierge, vous avez été condamné, donc vous serez disqualifié. Donc, désormais, dans leur statut pénal, elle n'est plus vierge. Ils vous diront que ce n'était pas dans leur territoire, Albert Natalie. Dans tous les cas, les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire est membre d'un CEDEAO, je crois. Et il me semble que les têtes fondateurs de cette affaire-là prennent en compte, n'est-ce pas, ont pris en compte un certain nombre de dispositions en ce qui concerne la coopération sur-régionale entre les États signataires. Donc, ils sont donc liés par à la fois des accords de coopération, les accords de coopération militaire, les accords de coopération économique, les accords de coopération commerciaux, les accords judiciaires. Oui. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas le pays comme vous dites, mais en tout cas, leur statut pénal n'est plus vierge. Deuxième chose, désormais, ils sont exposés. Parce qu'il nous revient que, puisque ces gens, certainement, ils ont parlé, dans le cadre des enquêtes préliminaires, dans le cadre de l'instruction, à l'audience, dans les différentes audiences, mais ils ont dit des choses
Ils ont fait des révélations. Donc, est-ce que Assimi Goïta a lâché des lèches? Je crois que c'est présent Assimi Goïta comme un panafricaniste d'abord. Un panafricaniste, ce n'est pas quelqu'un qui cherche des histoires, des premiers ordres comme celui qui est en Côte d'Ivoire. Non. Un panafricaniste, c'est quelqu'un qui pense qu'il s'agit avant tout de nos frères, de mes frères. Je crois que même dans le contexte des sanctions contre le Mali, dans le contexte de la crise diplomatique entre la Côte d'Ivoire et le Mali et la CEDEAO, le Mali a montré des signes de fraternité à l'endroit de la Côte d'Ivoire. Nul ne peut le démentir. Vous vous rappelez qu'il y a eu mes autorités maliennes qui étaient sous embargo, soit dit en passant, oui. Tous azimuts, ont envoyé les caprins et les bovins du côté de la Côte d'Ivoire. Mais en fait, je me demande comment est-ce que dans le contexte des frontières qui étaient fermées, comment les autorités ont-elles laissé passer, n'est-ce pas, ces convois de bovins et de caprins? Ah, ça, c'est une curiosité, n'est-ce pas? Oui. Donc, alors, c'est pour vous dire que nous avons du côté de Bamako des hommes lucides qui sont éclairés. Dès lors, et je pense qu'il a eu raison parce qu'il fallait d'abord imposer le respect à celui qui pilote la CEDEAO. Je parle de celui qui est à l'Élysée, Jupiter. Il fallait déjà montrer à celui-là que Bamako a besoin, c'est un État souverain et qui exige le respect de tout le monde, y compris de celui qui est à Abidjan, Ambalo Sissako, Ambalo, de celui qui a des côtés du Sénégal, qui s'appelle Macky Sall. Il fallait leur faire comprendre que le Mali, c'est un pays à respecter. Les Maliens sont un peuple à respecter. Donc, c'est eux, et je pense que c'est Assimi Goïta qui a montré une fois de plus qu'il était le maître du jeu. Et je crois que c'est lui qui a mis fin à la partie. Aujourd'hui, dans le contexte d'après libération de ces 46 mercenaires, il nous revient que Abidjan l'invite pour une visite officielle à Abidjan. Est-ce qu'il en a besoin? Je vous pose donc la question, Abidjan l'invite en tant que quoi? Puisque jusqu'à preuve de contraire, Alassane Dramane Ouattara n'a jamais reconnu qu'Assimi Goïta était le président de la transition malienne. Et que jusqu'à preuve de contraire, c'est le même président de la transition malienne qui a gracié ces 46 mercenaires. Je crois que nous sommes dans les contradictions que vous connaissez. C'est-à-dire, je crois qu'aujourd'hui, il est quand même intéressant. Curieux ou intéressant? De voir que vous avez des personnes apparemment lucides, mais qui malheureusement ne le sont pas, quel que soit leur statut politique, quelle que soit la fonction qu'elles occupent. Souvenez-vous dans le contexte d'avant l'opération militaire spéciale russe actuellement en cours du côté de l'Ukraine, je crois que M. Ouattara avait dit, de sa stature d'économiste, que la Russie n'était pas une puissance économique. Du coup, nous avons tous suivi cette affaire-là. On a suivi justement cette affaire. Et ça a même fait l'objet d'un débat, je pense. Oui, ça fait l'objet d'un débat ici. Ça, c'est la première contradiction. La seconde contradiction, c'est dans le contexte des sanctions contre le Mali, où la Côte d'Ivoire, qui a fermé sa frontière avec le Mali, accepte néanmoins que le convoi de bovins et de caprins quitte le Mali pour traverser la frontière pour traverser la frontière de la Côte d'Ivoire pour aller justement alimenter, si vous voulez, le marché ivoirien. Il y a un problème. Troisième contradiction, elle est récente. C'est-à-dire qu'on reconnaît enfin que Abidjan, ce n'est plus la junte. Non, Bamako n'est plus la junte. Bamako, ce n'est plus la junte. Bamako, c'est même le président de la transition. Et qu'on va inviter en visite officielle du côté d'Abidjan. Je pense que nous ne sommes pas à une contradiction près de ce côté. Ce n'est pas la seule contradiction. Je vous rappellerai également qu'Alassane Dramane Ouattara avait déclaré fort avec un ancien ministre malien que ce sont des jeunes et qu'ils ne tiendront pas de moi. Absolument. C'est-à-dire qu'ils étaient des jeunes, voilà. Mais malheureusement, ils ont vu que ces jeunes-là, ils ont la volonté, ils sont déterminés, comme vous et moi, dans le cadre de ce combat. Donc, ils sont déterminés comme vous et moi et les autres, dans le cadre de ce combat. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Assimi Goïta a montré à la face du monde, et surtout à ses pairs africains, france-africains, que ce qui se passe
au Mali, ce n'est pas un jeu. Et que les Maliens sont déterminés et aller jusqu'au bout. Tout à l'heure, je vous parlais du cas de Mahmoud, Imam Mahmoud Dicko. Et ça, je vois donc un personnage, du haut de sa fonction d'imam, il pense qu'il faut instrumentaliser les jeunes pour casser la dynamique de souveraineté dans laquelle le peuple malien est engagé. Je voudrais, c'est une parenthèse, demander à ces nombreux sympathisants qui sont pour la plupart des jeunes de ne pas entrer dans le fanatisme religieux, qui reste lucide. Qui reste lucide. Vous savez, lorsque vous êtes dans une dynamique, vous pouvez avoir des acteurs ou bien des leaders qui peuvent être lucides à un moment donné et après, ils commencent à trahir le combat. Et malheureusement, Mahmoud Dicko est dans cette dynamique des trahisons. Il a commencé à exiger les strapontins. Mais un même qui existe les strapontins politiques, il y a un problème. Mais qui, justement, troque justement son habit d'imam contre un costume de politicien. Les choses seront plus claires. Mais dès lors qu'il est un homme, il est imam et qu'il est politique et qu'il pense qu'il faut investir la scène politique pour influencer les opinions politiques des uns et des autres, moi ça me pose un problème. Comme je l'ai dit tantôt, je vais parler plus loin que ça. Lorsque certainement dans les jours à venir, nous allons engager un débat sur ces personnages, certains Maliens comprendront pourquoi. C'est une parenthèse que je referme. Et pour revenir à notre thématique, je pense qu'il ne s'agit pas du lest que M. Assimi Goïta a fait. Le processus a été normal, en dépit de dépression de tout genre qu'il a subi, en dépit des menaces, en dépit des menaces de rupture de l'énergie électrique du côté de Bamako, parce que, il faut quand même également le dire, le Mali dépend pratiquement essentiellement de l'énergie électrique de Côte d'Ivoire. Ils ont pris des dispositions pour cela, en dépit des menaces de durcissement des sanctions de la CEDEAO, ils ont tenu bon. Donc je pense qu'il y a eu, dans le contexte des négociations relatives à la libération de ces 46 mercenaires, un mémorandum qui a été justement signé entre différentes parties. Je pense que dans les prochains jours, nous en parlerons, parce qu'il nous est revenu qu'il y a des choses très intéressantes là-dessus, qui, de notre point de vue, vont également renforcer la crédibilité des autorités de transition maliennes. Quand j'ai dit cela, il faut également se dire qu'aujourd'hui, dans le contexte de la remobilisation du G5 Sahel, Bamako et les autres sont en train de faire la cour au Mali pour regagner le bateau. En train de faire la cour. Pour regagner le bateau, pour que Bamako rejoigne justement le train du G5 Sahel. Du G4 ou bien du G3? Non, le train du G5 Sahel, on met le G5 parce que si ils ne veulent pas enlever le 1 pour que ça reste 4, ils continuent d'appeler cela le G5 Sahel. Mais le Bamako n'est plus dans cette affaire. Pourtant, le Niger est également en train de réfléchir. Et l'Union européenne est en train de faire pression à Bazoum pour éviter que c'est derrière qui également la barre. Parce que finalement, dans ces moments de l'utilité, comme je l'ai indiqué tantôt, Bazoum se rend compte que cette affaire-là, c'est un problème. Que ça va se terminer comme avec les États-Unis en Afghanistan. C'est-à-dire que la solution n'est pas celle préconisée par les gens qui viennent vous fourguer les armes, qui viennent créer des bases militaires chez vous. Que c'est une affaire qui est tout, sauf un engagement militaire, une opération extérieure, comme on dit. La contradiction est visible entre ce qui se passe au Sahel et ce qui se passe en Ukraine. Combien de milliards de dollars ont été financés en quelques mois à l'Ukraine? Combien de milliards d'euros, non pas de milliards, de millions d'euros ont-ils été mobilisés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Sahel? Aucun. Donc je pense qu'il faut à un moment de réfléchir. Aujourd'hui, l'histoire des Balkans et les autres s'est constituée de mercenaires. Alors, est-ce que Paris aura encore de l'espace pour accueillir tous ces mercenaires? Non, il faut bien que ces gars s'emballent sur le continent africain. Parce que s'ils rentrent désormais, ils rentrent du côté de l'Hexagone, ça c'est une menace potentielle.
Et donc, il faut donc les balader sur tout le territoire africain. Mais je pense que ce n'est pas où les parquets qui manquent. Il y a suffisamment d'espace du côté de l'Ukraine où on peut parquer ces gens-là, n'est-ce pas? Avec tout le matériel qu'ils sont censés avoir. Donc, s'il y a un théâtre d'opération qui a besoin, plus que jamais, n'est-ce pas, de la présence des opérations extérieures françaises, américaines et les autres, c'est l'Ukraine. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas les... y compris les casques bleus. Les casques bleus, n'est-ce pas, de l'ONU. Voilà également un théâtre qui peut intéresser les casques bleus de l'ONU, c'est-à-dire le théâtre de l'Ukraine. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour revenir à notre débat, les autorités maliennes ont obtenu ce que nous leur avons toujours suggéré. Peut-être penser qu'elles pouvaient exiger des prétentieux que vous appelez Paris, CEDEAO et consorts, le respect. Et je pense qu'aujourd'hui, il est clair qu'on ne peut plus jamais regarder les Maliens, le peuple malien, en tout cas les autorités maliennes, avec le même regard qu'auparavant. Après l'arrogance, la prétention justement d'Alassane Dramane Ouattara envers les autorités maliennes, ce dernier a pris langue et déclare aujourd'hui qu'il invitera dans les jours à venir le colonel Assimi Goïta du côté d'Abidjan. Qu'est-ce qui se cache derrière cette invitation? Il se cache, d'après le narratif officiel, le réchauffement des relations diplomatiques entre Abidjan et Bamako. C'est ce qui est dit. Puisque depuis cette crise, d'abord, la présidence a dit les sanctions contre le Mali, portées par Ouattara, renforcées par Macky Sall, Embalo Sissoko et les autres, puis celui qui est au Ghana là, qui n'arrive pas à gérer son propre pays. Je parle de Nana Akufo-Addo, qui n'arrive pas à gérer son propre pays. Eh bien, il faut donc réchauffer les relations diplomatiques qui ont également subi un coup de froid avec l'affaire des 49 mercenaires. Donc, ça, c'est le discours officiel, mais sauf que du côté de Bamako, on n'a pas encore réagi. Est-ce que monsieur le colonel Assimi Goïta va céder à la sirène ivoirienne? Attendons de voir. Et aujourd'hui, tout le monde sur le continent africain est unanime sur le sujet en déclarant c'est un piège et qu'Alassane Dramane Ouattara ne pourra jamais changer. Il est le valet de la France et surtout de l'Occident. Je pense qu'aujourd'hui, lors de son adresse de fin d'année au peuple ivoirien, il leur avait promis une très bonne nouvelle avec la libération, n'est-ce pas, des 46 mercenaires ivoiriens. Je crois qu'il a tenu parole parce qu'il avait les garanties des autorités maliennes et répercutées par le médiateur en chef. Non, des circonstances, pas en chef, des circonstances, je parle de Faure Yacibé. Je pense également qu'en contrepartie, il est important que dans le contexte de cette crise diplomatique, au cours de laquelle Bamako avait formulé 3 exigences, et parmi laquelle l'extradition des citoyens maliens qui font l'objet d'un mandat de recherche, d'un mandat d'arrêt international, Je pense que dans ce contexte, peut-être, Abidjan, pour une fois, va peut-être être sérieux en mettant à la disposition de la justice malienne ces citoyens maliens qui font l'objet de mandats d'arrêt international. Quand je l'ai dit, il ne faut pas être naïf. Vous l'avez d'ailleurs indiqué que Ouattara n'a jamais... C'est un menteur, ce n'est pas nous qui le disons. Beaucoup de gens, de ses compatriotes l'ont dit avant lui, ses prédécesseurs, que c'était un menteur qui n'a jamais tenu à aucune parole. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas non plus verser dans la paranoïa. Je ne suis pas certain que Ouattara soit capable de buter ou de faire buter justement Assimi Goïta parce que toutes les dispositions seront prises à cet effet. Et si il est aussi courageux que ça, je ne sais pas certain qu'il va pouvoir le faire. Donc, il faut, de notre point de vue, privilégier, en tout cas, même dans le combat, même quand nous savons que nous avons en face de nous des ennemis, pas des adversaires idéologiques, mais des ennemis, il faut toujours privilégier le dialogue. Même si nous savons que dialoguer avec Ouattara, c'est carrément se mettre une corde au cou. Alors, mais il faut dans la symbolique africaine, lorsque quelqu'un vous invite, vous partez, vous l'écoutez. Point barre. Après la libération des 46 mercenaires ivoiriens, que doivent faire aujourd'hui les autorités maliennes à l'endroit justement de la Côte d'Ivoire, sachant que c'est toujours par là que passent justement certaines choses, très mauvaises d'ailleurs,
pour les autorités maliennes? Je m'inscris toujours dans la dialectique de la coopération sud-sud. C'est important, même si nous savons que du côté du continent africain, au travers de certains pays comme la Côte d'Ivoire, c'est gouverné par les anglo-colons, par les France-africains. Il faut toujours privilégier le dialogue, il faut essayer d'amorcer cette coopération sud-sud que nous appelons tout neveu. Mais il n'y a pas que la Côte d'Ivoire qui puisse être une menace pour le Mali. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire. Vous avez le Ghana qui constitue également une menace, vous avez le Niger qui constitue une menace, et même le Burkina Faso. C'est-à-dire, le Mali est cerné par différentes menaces. Il peut ne pas passer par la Côte d'Ivoire, comme nous pensons, il peut passer par le Burkina Faso, qui est la région des 3 frontières, il peut passer par le Ghana, peut-être même par la Mauritanie. Donc je pense qu'aujourd'hui, il appartient aux autorités maliennes de tout simplement renforcer leur dispositif sécuritaire, ne pas baisser les bras. Parce qu'aujourd'hui, je pense que les autorités, je parle de l'armée malienne, est montée en puissance dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Mais il faut donc, à côté de cela, mettre en place n'est-ce pas, un modèle démocratique qui est déjà amorcé, qui met en perspective, qui met en relief le peuple, les intérêts majeurs du peuple malien. Et non, parce que je salue d'ailleurs leur façon, leur perception, leur façon de faire des choses, c'est-à-dire qu'ils ne prennent jamais une décision sans se concerter avec le peuple malien qui se fait représenter au travers, justement, le Conseil national de transition. C'est important parce qu'ils savent qu'ils sont là grâce au soutien populaire, grâce au soutien du peuple malien. Donc, ils ont donc l'obligation d'écouter ces peuples-là qui les a portés, qui les soutient. C'est important. Donc, il n'y a donc pas que la Côte d'Ivoire qui soit une menace pour la paix, pour la sécurité du côté du Mali. Il y a d'autres, il y a même aussi en territoire malien, vous avez des collaborateurs, vous avez des chancelleries occidentales qui font ce qu'elles ont l'habitude de faire au travers leurs diplomates, c'est-à-dire organiser des messes nocturnes avec des contradicteurs ou des adversaires politiques, très souvent des régimes en place. Donc c'est le plus grand danger de mon point de vue. Merci à vous Albert Natola ici d'avoir été des nôtres ce matin. C'est fait un plaisir. Madame, Messieurs, au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole panafricaniste. Passez une agréable journée.